Alors bonjour à tous et à toutes, comme il est déjà convenu de le faire, maître ou féminin. Nous sommes dans le cadre de l'université d'automne du Pardem, université d'automne 2021 qui devait se tenir euh, en présentiel, mais que nous avons annulé en raison de la situation qui était faite aux participants, c'est-à-dire de détenir à l'époque un pass sanitaire. Donc ces vidéos constituent le programme de l'université d'automne du Pardem. Aujourd'hui, nous accueillons Jacques Nikonov, qui est l'animateur de la dynamique populaire constituante, DCP, et puis Jean-Michel Toulouse, qui est membre du bureau politique du Pardem et qui est le coordonnateur du programme du Pardem. Je vais d'abord donner la parole à Jacques, qui va parler une dizaine, quinzaine de minutes selon les besoins. Jean-Michel Toulouse interviendra ensuite. Et dans un troisième temps, ils pourront échanger entre eux. Et puis, nous donnerons la parole à ceux qui participent à cette réunion en ligne qui est enregistrée et qui sera ultérieurement diffusée par le Pardem. Voilà. Bien, bonjour, merci pour cette invitation. Le sujet est donc aujourd'hui de répondre à trois questions. Pourquoi une nouvelle constitution? Comment une nouvelle constitution? Et quelle nouvelle constitution? Je vais donc prendre ces trois questions l'une après l'autre et donner quelques éléments sur les réflexions de la dynamique populaire constituante. Un mot sur la dynamique populaire constituante, DPC, dynamique populaire constituante. C'est un groupe d'anciens étudiants et de professeurs de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 à Saint-Denis, dans le 93, qui ont décidé donc de travailler sur ces questions et qui fonctionne comme un groupe qui n'est pas une organisation, qui ne fait pas d'adhésion, mais qui rassemble des sympathisants et qui a une action sur le fond par la publication de textes et par une aide à l'organisation pour ceux qui veulent s'engager dans cette démarche de dynamique populaire constituante. Alors, commençons par la première question. Pourquoi faut-il une nouvelle constitution? Eh bien, pour une raison essentielle qui est le fait que depuis maintenant plusieurs décennies, la souveraineté du peuple est systématiquement, consciemment sapée par de multiples canaux et notamment par la voie de la Constitution actuelle. Il n'y a pas que la Constitution actuelle qui limite la souveraineté du peuple, bien que la souveraineté du peuple figure en toutes lettres dans la Constitution, mais toute une série de mesures sont prises pour évacuer le peuple des responsabilités. Et on peut résumer la situation par le fait que c'est la conjugaison du néolibéralisme et du présidentialisme qui se fixe cet objectif, éliminer le peuple de la vie politique, de sa souveraineté, pour laisser la place, évidemment, au pouvoir des classes dominantes. Alors, quelques éléments de réflexion sur cette situation, parce qu'un certain nombre de gens se demandent, oui, mais alors est-ce que les gouvernants sont compétents, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui soit vraiment, qui ait de la poigne pour la présidence de la République et qui puisse résoudre les problèmes. Tout ça, ce sont des fadaises. La raison fondamentale, c'est qu'il y a une volonté de la classe dominante d'éliminer le peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, par conséquent, la raison principale pour laquelle il faut une nouvelle constitution, c'est celle-là. C'est de redonner au peuple sa souveraineté dans le droit, dans le texte de la Constitution, parce que c'est la Constitution
qui détermine les règles de fonctionnement de la société. Et donc, il s'agit bien de réorganiser entièrement le fonctionnement de la société, pas simplement sur le plan institutionnel, mais sur le plan social, économique, environnemental et international. Par conséquent, la réponse à la question pourquoi une nouvelle constitution, eh bien, elle est là parce qu'il faut redonner sa souveraineté au peuple et au peuple dans la nation, évidemment. Alors, 2-3 éléments quand même pour expliquer pourquoi on en est là. Parce que beaucoup de gens doutent de cette volonté de la classe dominante d'éliminer le peuple. Et la réalité, c'est que cette action politique depuis des décennies s'organise avec la volonté de réduire, de détruire ce que l'on appelle le caractère politique des sociétés. C'est un des fondements du néolibéralisme. Le caractère politique d'une société, qu'est-ce que c'est qu'une société politique? Eh bien, c'est une société dans laquelle le peuple peut débattre de tout, trancher de tout, à tout moment, et prendre les décisions qui s'imposent. Nous n'en sommes plus là. Quand on regarde la Constitution actuelle, on nous dit on nous parle de souveraineté du peuple, de souveraineté nationale, mais en réalité, il y a un déséquilibre absolu entre la place laissée au président de la République dans la Constitution et la place laissée au peuple. Et il n'y a pas de définition du peuple. Alors, disons-le simplement, le peuple existe dans le mouvement, dans son mouvement. Il n'y a de peuple que dans le mouvement. Et c'est bien pour empêcher le peuple d'exister que toute une série de mesures liberticides sont engagées précisément pour empêcher le mouvement du peuple. Et puis on pourrait dire aussi la même chose sur la démocratie, parce qu'on nous dit la démocratie, c'est un homme, une voix. Ben, c'est un aspect, bien entendu, mais la démocratie, pour nous, enfin nous, pas simplement évidemment, pour un certain nombre d'autres personnes, la démocratie, c'est aussi et d'abord de mener une politique en faveur du peuple. C'est là qu'il y a démocratie, une politique en faveur du peuple. Et donc, il y a cette action persévérante de la classe dominante pour détruire le caractère politique de notre société, qui est le projet de la mondialisation néolibérale. Nous l'avons sous les yeux quotidiennement avec l'Union européenne. L'Union européenne sert à éliminer la souveraineté du peuple dans les nations pour empêcher que des majorités viennent au pouvoir dans tel ou tel pays et mènent des politiques qui ne soient pas favorables aux intérêts de la classe dominante. Tout simplement, ça sert à ça l'Union européenne et à rien d'autre. Et donc, il faut qu'il y ait une compréhension de ces différentes questions pour aller vers une nouvelle constitution permettant d'exprimer la souveraineté du peuple. Donc ça, c'est, disons, quelques premiers éléments pour répondre à la question pourquoi faut-il une nouvelle constitution? Alors maintenant, on pourrait se dire, ben, c'est bien joli, d'accord avec tout ça, mais comment fait-on? Bien, la proposition que nous mettons sur la table, nous l'appelons dynamique populaire constituante. On n'invente rien, c'est ce qu'ont fait les sans-culottes en 1789, tout simplement. Et il s'agit là de déclencher une mobilisation populaire pour réfléchir, pour reconstruire la société du haut en bas. Et c'est bien le terme de dynamique qui s'impose, parce que la dynamique, c'est la mise en mouvement du peuple. Et le peuple se mobilise pas simplement sur telle ou telle revendication particulière, mais il organise la lutte sociale, bien entendu, tous azimuts, mais également la réflexion sur ce qu'il faut mettre dans la nouvelle constitution pour permettre le pouvoir du peuple. Pourquoi le pouvoir du peuple? Ben, c'est tout simple. Si le pouvoir est dans les mains du peuple, la politique qui sera menée sera en faveur du peuple. Ou en tout cas, il y a une
probabilité plus forte que cette politique soit en faveur du peuple, tout simplement parce que c'est le peuple qui est au pouvoir. C'est plus simple que l'inverse, où la classe dominante est au pouvoir, ben, elle ne va pas faire une politique pour le peuple. Alors, donc, une dynamique, une mobilisation du peuple de nature différente, puisque là, il s'agit d'imaginer la société nouvelle qu'il faut construire. Pas en termes de programme, c'est bien la différence avec les partis politiques actuels. Il ne s'agit pas d'élaborer un programme, il s'agit d'imaginer la nouvelle société et la constitution qui va organiser cette société. Alors, mettons-nous d'accord sur ce que l'on appelle une constitution, parce qu'une constitution, il y a 36 définitions de la constitution. C'est comme la démocratie d'ailleurs. Tout le monde va dire son mot sur ce qu'est pour lui la démocratie, le peuple, la constitution, tout ce qu'on veut. Alors, nous sommes, nous, à l'opposé de ce que disait Napoléon Bonaparte. Lui, il disait une constitution doit être courte et opaque. Eh bien non, il faut qu'elle soit longue et explicite. Et la conception, il y a un débat, il doit y avoir un débat sur la conception de la Constitution. Parce que soit on reste dans la conception dominante de la Constitution aujourd'hui, y compris à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, qui ont une vision absolument réductrice de la Constitution, réduite donc aux seuls aspects institutionnels. La Constitution, pour eux, doit régir les relations entre les institutions, la séparation des pouvoirs, l'organisation de l'État, etc. Bien sûr, ça fait partie de la Constitution, ces aspects, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est ce que les révolutionnaires de 1789 avaient mis en avant, c'est-à-dire la déclaration des droits universels. Autrement dit, que la Constitution définisse les droits naturels universels et ne se contente pas de les définir, comme c'est le cas aujourd'hui. On a, par exemple, le droit à l'emploi dans le préambule de la Constitution de 1946, mais c'est de l'encre sur du papier. Eh bien, il s'agit de réfléchir à la manière dont la Constitution peut répondre, imposer, obliger, créer des obligations pour l'État afin de répondre aux besoins universels qui sont aujourd'hui qui sont déjà dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais aussi le préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Donc voilà, pour nous, ce que doit être cette Constitution, le débat autour de ces questions. Mais où peut se développer ce débat? Ben, ce débat, il doit être organisé par le peuple lui-même, c'est-à-dire l'auto-organisation du peuple dans des comités de base à tous les échelons pour qu'il y ait cette discussion ouverte avec le maximum de citoyens. C'est l'organisation autonome du peuple, le retour du peuple en politique. Et là, alors est-ce que c'est possible? Oui, non, ben, pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut essayer de le faire. En tout cas, en 1789, les sections de sans-culottes, c'était ça. On ne voit pas pourquoi ce qui a été fait en 1789, dans les conditions d'aujourd'hui, ne pourrait pas être reproduit. Donc, l'organisation, l'auto-organisation du peuple, en dehors de toute mainmise des partis politiques. Les militants des partis politiques peuvent venir, bien entendu, c'est ouvert à tout le monde, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas, on ne peut pas compter sur eux. Et il ne faudra pas attendre qu'ils soient d'accord. Il faudra d'ailleurs probablement les contourner, les partis politiques. Ce sont aujourd'hui des forces de blocage. Alors, donc, des comités locaux constituants qui se mettent à réfléchir. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ensuite, à l'échelle départementale et à l'échelle régionale, un moment de synthèse, c'est-à-dire que les travaux qui sont développés dans ces comités locaux soient synthétisés à l'échelle des départements et des régions, et qu'on se concentre sur les aspects
stratégique. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas commencer par l'article 1, puis l'article 2. Non, on va commencer par les questions les plus importantes, c'est-à-dire celles qui concernent la souveraineté du peuple. Et puis, ensuite, il faut qu'il y ait une échelle nationale de synthèse. C'est ce que nous appelons l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire, l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire. Elle est composée de représentants désignés par les comités régionaux constituants. Et cette Assemblée nationale d'initiative populaire, son rôle, c'est de faire la synthèse des synthèses pour déboucher sur la rédaction d'une nouvelle constitution, en tout cas d'un premier projet de nouvelle constitution qui sera soumis au débat. Il y a eu un débat qui remonte, et là, il va y avoir un débat qui redescend, c'est-à-dire à partir d'une première version d'un texte qui sera soumis au débat dans les comités locaux constituants. Et à partir de là, on remonte avec des synthèses sur des amendements, etc. Et on se retrouve avec donc une deuxième version de la nouvelle constitution qui aura déjà fait l'objet d'un débat populaire qui n'est pas légal, puisque là, nous sommes dans la mobilisation populaire. Là, nous sommes dans une situation, nous pouvons être dans une situation politique tout à fait particulière si des centaines de milliers de gens, voire des millions de citoyens, se sont mobilisés. Nous aurons une entité légitime qui pourra peser dans la vie politique, un nouvel acteur politique, qui pourra présenter des candidats aux élections sur la base de cette nouvelle constitution. Là, un chemin s'ouvre. On change les règles du jeu de la politique. Donc, tel est le chemin que nous proposons, donc une dynamique populaire parce que le peuple est concerné, il se mobilise, et constituante parce qu'on travaille sur la Constitution telle que je l'ai définie. On ne se limite pas aux seuls aspects institutionnels. Alors, ça, c'est la réponse à la question comment parvenir à une nouvelle constitution. J'ajoute deux éléments, disons, conjoncturels au comment aboutir à une nouvelle constitution qui sont liés aux élections de 2022. Parce que ces élections de 2022, la présidentielle et les législatives, peuvent être une opportunité, une étape, disons, dans la lutte pour une nouvelle constitution. Alors, la présidentielle, bien, nous proposons le boycott de la présidentielle. On en reparlera tout à l'heure, certainement. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce peut être un moment déconstituant. Parce qu'avant de réaliser le moment constituant, il faut déconstruire. Il faut déconstruire le système actuel de la Ve République. L'élection présidentielle, dans ce cadre, au suffrage universel direct, c'est l'opportunité parfaite parce que ce système est à l'opposé de la souveraineté du peuple, puisqu'on demande au peuple de se donner, en quelque sorte, à une personnalité réputée sauveur suprême ou grand Manitou, gourou, tout ce qu'on veut. Eh bien, non. Voilà, on infantilise le peuple avec ce système, on boycotte cette élection et on invite à la création de comités départementaux boycott présidentiel pour mener cette campagne politique en s'appuyant sur les abstentionnistes des autres élections. Tous ceux qui s'abstiennent aux élections législatives, municipales, régionales, on les invite à s'abstenir également pour l'élection présidentielle et ils ont d'ailleurs beaucoup plus de raisons de s'abstenir à la présidentielle qu'aux autres élections. Donc, c'est une bataille qui est engagée et il y a déjà des groupes qui se constituent sur tout le territoire. Et puis, pour les élections législatives, au contraire, nous invitons là à créer un moment constituant par le soutien à des candidats constituants. Nous avons constitué
une alliance avec d'autres forces qui s'est rassemblée sur un texte qui s'appelle Conquête démocratique. Les choses avancent et donc nous espérons pouvoir présenter pas mal de candidats aux élections législatives. Donc, je referme cette parenthèse, on en rediscutera peut-être tout à l'heure. Et donc, troisième question, quelle nouvelle constitution? Ben, la nouvelle constitution, ça n'est pas comme on peut l'observer ici ou là, il y a des groupes qui rédigent des constitutions. Oui, on peut faire ça, mais nous pensons que ce n'est pas tellement comme ça qu'il faut prendre le problème, parce qu'on ne fait que conforter la conception actuelle de la Constitution. Nous pensons qu'il faut apporter des éléments de réflexion et des propositions sur les questions stratégiques. Et à partir de là, c'est le peuple qui décide, c'est-à-dire c'est les comités locaux constituants qui vont écouter tous ceux qui ont des choses à dire sur la Constitution, sur ce qu'il faudrait faire, ne pas faire, enlever de la Constitution actuelle, ajouter, et qui vont se faire leur opinion par eux-mêmes. Donc, nous avançons des propositions. Il y a déjà la première chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'introduire dans la Constitution la question des droits universels, des droits naturels universels, en les associant avec des obligations de résultat imposées à l'État par la Constitution, dans toute une série de domaines, social, économique, environnement. Un exemple, le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Eh bien, nous pensons que ça doit figurer dans la Constitution, d'une manière ou d'une autre. Le plafonnement de la richesse, de la propriété, ça doit figurer dans la Constitution, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est pour nous tout à fait fondamentale, c'est de mettre en place, et c'est ce que nous mettons au débat, un référendum annuel à questions multiples. C'était un peu comme la Suisse, c'est-à-dire tous les ans, il y aurait un référendum, une journée consacrée à des référendums, il y en aurait plusieurs, 5, 10, 15, on n'en sait rien, et sur quoi porteraient ces référendums? Eh bien, il y aurait d'abord les référendums d'initiative, les RIC nationaux. Il peut y en avoir plusieurs chaque année. Eh bien, il y aurait donc l'obligation faite dans la Constitution de tenir chaque année des RIC nationaux, mais aussi locaux, parce que le RIC, ce n'est pas seulement national, ça doit être aussi à l'échelle régionale, départementale, locale, au niveau des groupements de communes, etc. Et on ajouterait à cela tout ce qui est stratégique, c'est-à-dire le partage des responsabilités entre les députés et les citoyens se ferait à l'occasion de ces référendums annuels à questions multiples. Les députés n'auraient plus que les lois ordinaires à voter. Le peuple, lui, voterait les questions les plus stratégiques. C'est un renversement total. Quelles sont les questions les plus stratégiques? Hormis les RIC, référendums d'initiative citoyenne, ce sont les lois constitutionnelles, toutes. Vous savez qu'il y a eu, pendant la Ve République, 24 révisions de la Constitution, dont 2 seulement par référendum. Toutes les autres révisions de la Constitution ont été faites par le Congrès, c'est-à-dire l'addition de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est inacceptable. Les parlementaires se substituent au peuple. Il faut interdire la révision de la Constitution par le Congrès. Toutes les révisions constitutionnelles doivent être soumises à référendum. Ensuite, toutes les lois de finances, toutes les lois de financement de la sécurité sociale, toutes les anciennes lois organiques qui seront supprimées et transformées en principes généraux d'application des articles concernés de la Constitution, toutes les lois de programmation. Bon, je m'arrête là, il y en a encore quelques autres, mais on voit bien qu'il s'agit là de questions stratégiques. Alors, voilà ce que nous mettons au débat. Eh bien, je pourrais continuer encore pas mal de temps, mais je vais m'arrêter
pour laisser la parole à mon camarade Jean-Michel Toulouse. Merci d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir organisé ce débat et cette présentation. Alors, mon ami Jacques me facilite pas la tâche parce qu'il a balayé assez complètement tous les sujets que j'entendais aussi aborder, hein, sur les 3 questions, pourquoi, comment et quelle constitution. Donc, je vais essayer de ne pas me répéter ce qu'il a dit. Essayer de compléter, puisque sur beaucoup de points, nous ne sommes pas en désaccord. Bon, d'abord, très brièvement, pourquoi faut-il qu'un peuple ait une constitution? Bon, Jacques a déjà abordé tout ça, mais simplement parce qu'il n'est pas forcément obligatoire que dans tous les pays, il y ait le même modèle politique. Là, il peut y avoir un président, là, pas de président, là, une assemblée, là, 2 ou 3, là, tel mode de scrutin, ailleurs, un autre, etc. Donc, vous voyez bien que rien n'est éternel, rien n'est naturel, rien n'est obligatoire. Et justement, c'est ça, la souveraineté des peuples, c'est qu'ils peuvent se donner la liberté politique de mettre en place des institutions selon leur histoire, selon leur culture, selon leur volonté. Et voilà pourquoi donc toute communauté politique constituée a forcément une constitution qui règle le partage des pouvoirs, les différentes institutions, l'organisation de la justice, etc. Alors, on voit bien que aujourd'hui, dans notre pays, en France, la situation politique est bloquée parce que nous avons une constitution qui est celle du 4 octobre 1958, qui est complètement, je dirais, en fin de cycle, hein, vais-je dire, et qui ne permet pas un développement de la démocratie en France. On voit aussi que, quel que soit le nouveau président qui soit élu donc au mois d'avril prochain, eh bien, on est parti effectivement pour que la même politique soit menée que celle qui a été menée depuis les 40 ou 50 dernières années. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et je pense qu'il faut quand même mettre en exergue le fait que la France adhère à l'Union européenne et à, entre guillemets d'ailleurs, hein, parce que l'Europe, ce n'est pas que les 27 États de l'Union européenne. Le fait que la France adhère à ce type de traité explique qu'il y ait une certaine gouvernance par traité au niveau de tous les gouvernements y adhérents, et qui réduit, ça a été dit tout à l'heure, donc je passe très vite, qui réduit à une peau de chagrin les possibilités de débat démocratique au niveau de notre pays. Puisqu'en effet, tout est réglé par constitutionnalisé par les différents traités que nous connaissons, c'est-à-dire les traités de Maastricht, les traités d'Amsterdam, le traité de Nice et évidemment le dernier en date, le traité de Lisbonne. Ce qui fait qu'il n'y a plus de politique monétaire dans ce pays, ni politique monétaire, ni politique budgétaire, puisque c'est la BCE, la Banque centrale européenne, donc, qui gère tout ça. Il n'y a plus de politique de défense, puisque, comme vous le savez, l'Union européenne adhère en masse à l'OTAN. J'en dirai 2 mots tout à l'heure, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer un petit peu à l'Est. Il n'y a plus du tout de politique économique, puisque ce sont les multinationales et l'OMC qui organisent toute la vie politique donc, dans nos pays. Il n'y a plus de politique de défense nationale, je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous adhérons à l'OTAN, et il n'y a plus de politique tout court au sens noble du terme, c'est-à-dire tout ce qui fait que les citoyens ont, je dirais, envie, hein, de s'impliquer dans ce pays. Et c'est une des choses qui explique le fait qu'il y ait de tels pourcentages d'abstention dans ce pays, puisque vous vous souvenez qu'aux dernières départementales et municipales, le taux d'abstention des jeunes entre 18 et 30 ans, il était de plus de 80%, ce qui est tout à fait, je dirais, significatif.
Voilà. Et tout cela, naturellement, sous le contrôle tatillon, dirais-je, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui veille bientôt à ce que bien entendu, à ce que le droit européen, concept d'ailleurs à préciser, on n'aura pas le temps, mais ça reviendra peut-être dans les questions, qui fait que le droit européen est érigé en droit ayant la primauté sur notre droit national. Donc tout ça fait que la scène politique nationale, et donc dans les autres pays adhérents à l'UE aussi, c'est une sorte de théâtre d'ombre où on amuse les électeurs avec des simulacres de débat, genre l'intersectionnalité, genre le grand remplacement, voyez, de notre ami Zemmour, etc. Et les vrais problèmes, eux, ne sont absolument pas évoqués. L'emploi, la santé, la défense, l'industrie, comment dirais-je, l'éducation, les problèmes monétaires, budgétaires, etc. Tout ça est évacué naturellement parce que c'est la Commission de Bruxelles qui est chargée par, je dirais, un système constitutionnel sur lequel les peuples n'ont absolument pas été appelés à se prononcer, sauf en 2005, vous vous souvenez, le peuple de France s'est prononcé, mais on s'est vite assis sur ce qu'il pouvait, sur ce qu'il avait décidé, puisque avec un congrès totalement anticonstitutionnel d'ailleurs, le Congrès, c'est-à-dire la réunion commune Sénat-Assemblée nationale, a décidé, contre l'avis du peuple français, contre la décision du peuple français, d'imposer le traité de Lisbonne. Donc vous voyez bien que il est absolument nécessaire de rétablir dans ce pays, par une nouvelle constitution, le pouvoir constituant du peuple. Et là-dessus, bon, Jacques a déjà dit un petit peu comment il souhaitait faire ça, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais là, simplement, on est au niveau du principe constitutionnel, si vous voulez. Il est clair que dans ce pays, le pouvoir constituant de notre peuple a été liquidé et que ce pouvoir constituant, sans que les peuples d'ailleurs se prononcent, et en tout cas pas le peuple français, soit confié à des institutions non élues, la Commission de Bruxelles, la Banque centrale européenne, etc. Et vous savez qu'on nous parle souvent du Parlement européen. Vous n'ignorez naturellement pas que le Parlement européen, c'est un Parlement croupion puisqu'il ne dispose même pas de droit d'initiative législative, du pouvoir législatif. C'est la Commission qui propose des textes et le Parlement ne fait que se prononcer sur ces textes. Donc voilà le brillant Parlement européen qu'on nous a mis en place au niveau de l'UE. Bon, voilà, alors j'ai essayé d'expliquer en complétant un petit peu ce qu'avait dit Jacques, mais ça m'était difficile parce qu'il a été lui-même très complet. Pourquoi il faut qu'un peuple ait une constitution et pourquoi le peuple français en est privé? La Constitution du 4 octobre 1958, avec les 24 modifications dont Jacques a parlé, n'est pas une véritable constitution. C'est une constitution sur le papier, mais c'est une constitution qui organise le dessaisissement du peuple français. Alors, comment faire maintenant? Deuxième question. Alors, Jacques a abordé aussi le sujet. Moi, j'avais retenu 3 ou 4 modalités que l'histoire du peuple français a connues, hein, puisque vous savez que nous avons à peu près connu tous les régimes politiques hein, depuis la Révolution française. Alors, jusqu'à présent, les constitutions, elles sont élaborées soit par un homme providentiel, hein, Napoléon, Pétain, De Gaulle, hein, soit par des comités théodules, des comités constitutionnels qui sont déterminés de façon tout à fait arbitraire, qui regroupent une quinzaine de personnes hein, et qui décident tout seuls, comme des grands, comment doivent être constituées donc, les institutions politiques du pays. Bon, ça c'est une première formule, donc l'homme providentiel ou le comité constitutionnel. Bon, vous vous souvenez que pour les plus anciens d'entre nous, la Constitution de 58 a été élaborée par un comité d'une quinzaine de personnes, animé par Michel Debré. Et ensuite, on a demandé au peuple français de se prononcer par référendum, mais il n'avait qu'à dire oui ou non. Hein, il n'a absolument pas été associé à la détermination des pouvoirs respectifs des différentes institutions.
Et puis, il y a une dernière formule qui est, je pense, la plus démocratique jusqu'à présent, qui est l'Assemblée constituante, puisque cette Assemblée constituante était élue par le peuple. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en 1946, notamment, où il y a eu une Assemblée constituante. Bon, ce que nous proposons au Pardam est complètement différent, vous l'aurez compris, puisque nous entendons à ce que le peuple, comme un petit peu la DPC, mais peut-être pas avec des mêmes formules, on pourra en discuter, puisque nous préférons, plutôt que de mettre en place des comités locaux, nous n'y sommes d'ailleurs pas opposés sur le principe, hein, naturellement, mais nous préférons mettre en place ou faire des propositions, puisque a priori, nous sommes d'accord sur le fait que c'est au peuple de décider et à personne d'autre, mais nous pensons qu'un certain nombre d'orientations que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure soient faites. Voilà, donc ce ne sont plus, vous l'avez compris, ni des sauveurs suprêmes, ni des chefs charismatiques, ni des oligarchies partisanes, ni des experts en technocratie qui vont nous pondre une magnifique constitution sur laquelle le peuple n'aurait plus qu'à se prononcer par oui ou par non. Nous entendons que les citoyens eux-mêmes puissent se prononcer et pas du tout par des formules d'assemblée tirées au sort, puisque vous avez vu que, comme par hasard, plus on approche des élections, plus il y a des propositions. Alors, il y en a une dans Le Monde lundi dernier, il y en a une autre qui va apparaître dans Le Monde de vendredi prochain. Et vous avez des propositions qui sont en train de nous dire, ah ben tiens, puisque si on mettait en place une sorte d'assemblée constituante tirée au sort pour moitié et constituée d'experts pour l'autre moitié, sans qu'on nous dise d'ailleurs qui nommerait ou désignerait ces experts, et ces gens-là, complètement en dehors du peuple, nous pondraient un magnifique projet de constitution qui serait ensuite mis au vote du peuple. Alors donc, on est reparti, comme vous voyez, comme en 58, avec une sorte de référendum sur lequel le peuple français n'aurait absolument pas le pouvoir d'intervenir. Alors, nous considérons au Pardam que cette affaire de tirage au sort, si vous voulez, je pense que je n'aurai pas de divergence de vue avec Jacques là-dessus, le tirage au sort, c'est… alors, excusez-moi, je suis un petit peu brutal dans ma formulation, mais je tire ça de nos ancêtres sans culottes, dont Jacques a parlé tout à l'heure. Eh ben, moi, je considère que le tirage au sort, si vous voulez, c'est rien de moins que des sortes de lettres de cachet contre les citoyens ordinaires, parce que nous considérons au Pardam que ce sont les citoyens ordinaires titulaires de la souveraineté populaire, de la souveraineté politique, qui doivent eux-mêmes effectivement intervenir pour mettre en place donc ces nouvelles institutions. Donc voilà le pourquoi et le comment. Alors le comment, nous estimons, si vous voulez, que nous devons faire des propositions pour éclaircir le choix plus tard des citoyens eux-mêmes. Tout cela ne nous donne naturellement aucun droit de nous ériger en avant-garde du peuple, bien évidemment. Nous nous contentons de mettre sur la table un certain nombre de propositions. Alors ces propositions, quelles sont-elles? Quelles pourraient-elles être? Vous savez que il y a une spécificité française quand même, et je crois qu'il faut la mettre en exergue. Nous avons connu tous les régimes. Nous avons connu tous les régimes et nous avons donc une forte expérience historique. Nous avons connu la Première République, la meilleure de toutes. Mais avant, rappelez-vous, entre 89 et 92, nous avons eu droit à la poursuite de la monarchie, certes une monarchie constitutionnelle et non plus de droit divin, mais monarchie quand même. Nous avons connu donc la Première République qui était la meilleure de toutes puisque c'était un régime d'assemblée, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Nous avons connu le directoire, nous avons connu le consulat, nous avons connu les deux empires, nous avons connu le retour à la restauration de la monarchie de droit divin, puis rebelote sur une monarchie constitutionnelle avec Louis-Philippe, puis la Deuxième République qui se voulait plutôt sociale, mais comme vous le savez, qui a été écrasée dans le sang en juin 1848, et nous avons eu
donc la troisième, la quatrième et la cinquième république, donc soit des républiques parlementaires, soit des républiques, si vous voulez, à régime semi-présidentiel. C'est le cas aujourd'hui. Je ne sais d'ailleurs pas très bien s'il faut appeler ça un régime semi-présidentiel, parce que nous avons un président de la République qui a à peu près tous les pouvoirs. Et vous savez que depuis la réforme, Jospin, appelons-la par son nom, Jospin Chirac, la Ve République a été totalement transformée aussi, puisque l'Assemblée nationale, désormais, n'est qu'une chambre d'enregistrement du président de la République. Donc, nous entendons naturellement supprimer tout ça. Et vous voyez qu'on ne va quand même pas pouvoir raconter n'importe quoi au peuple français, parce qu'il a à peu près connu tous les régimes politiques et toutes les constitutions, comme je viens de… On pourrait y revenir si vous voulez, mais on pourra en rediscuter. Donc, vous voyez, il ne faudra quand même pas espérer rouler le peuple français dans la farine, parce qu'il a quand même une sacrée expérience politique. Voilà, alors je voudrais quand même, avant de donner quelques détails, préciser qu'à notre avis, de l'avis du Pardam, bien entendu, nous considérons qu'il y a 5 conditions sine qua non pour qu'une nouvelle constitution progressiste, démocratique, puisse garantir un changement politique réel. Puisque vous voyez, on a changé des dizaines de fois de constitution depuis 1789, mais il faut quand même constater que c'est toujours la même classe sociale qui est au pouvoir depuis cette époque-là, à savoir la classe dirigeante actuelle, c'est-à-dire la bourgeoisie financiarisée multinationale. Donc, nous entendons, nous, pas seulement changer de constitution, nous entendons changer de système politique et économique. Et pour cela, il y a des conditions. Et j'en ai déterminé 4, mais elles pourront naturellement, et même 5, mais on pourra naturellement y revenir. La première, naturellement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la sortie de l'Union européenne, et de l'euro et de l'OTAN. Parce que si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, plus de politique monétaire, plus de politique budgétaire, plus de politique de défense, plus de politique, je dirais, tout court. Et la France, comme les autres pays, devient naturellement, et en tout cas depuis pas mal de décennies, une sorte de théâtre d'ombre qui inaugure les chrysanthèmes. Les vrais problèmes se réglant naturellement à Bruxelles ou à Francfort, quand ce n'est pas à Washington. Donc, la première condition, c'est de sortir de ce carcan européen pour libérer la souveraineté politique de notre pays et de notre peuple. La deuxième condition, naturellement, c'est de sortir du capitalisme et du néolibéralisme, parce que si on se contente de faire une sixième république ou une sixième constitution ou une je ne sais combien d'ailleurs, plus de 6, on ne change sans toucher au capitalisme. On reconduit tout simplement, si vous voulez, le système existant. Donc, il est clair que la démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes des entreprises, par exemple, et que ce n'est pas seulement le régime politique qu'il faut changer, c'est bien évidemment le régime économique et le régime de la propriété. Jacques en a dit 2 mots tout à l'heure. La troisième condition, si on veut effectivement briser ce théâtre d'ombre de la politique que l'on connaît aujourd'hui, théâtre d'ombre dans lequel d'ailleurs la gauche et la droite se succèdent depuis 40 ans. On a vu effectivement que depuis 1983, la fameuse date de la rigueur, de l'installation de la rigueur par Mitterrand, nous ne sommes pas sortis du capitalisme, que ce soit avec des gouvernements de gauche ou que ce soit avec des gouvernements de droite. Et donc, nous sommes repartis là en avril, ça a déjà commencé, jusqu'à la fin du mois de mai au mois de juin, dans des pseudo-débats, avec lesquels on essaye d'amuser le peuple, comme par exemple le grand remplacement, entre guillemets. Voilà, on ne parle plus que de ça, il y a un bombardement idéologique aujourd'hui où on ne parle plus que de cela et non pas du tout des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui touchent le peuple, c'est-à-dire l'emploi, les salaires, la santé,
la fonction publique, les délocalisations qui font qu'aujourd'hui, l'industrie française est à genoux, etc., etc. Et le chômage de masse. Donc, les voilà les vrais problèmes. Et pour pouvoir parler de ces problèmes-là, bien évidemment, il faut que nous puissions en finir avec ce théâtre d'ombre. La quatrième condition, eh bien, c'est de mettre en place, et j'y viens rapidement, je ne veux pas être trop long, puisqu'on pourra y revenir dans la discussion, de nouvelles institutions. Alors, Jacques en a déjà signifié quelques-unes, mais je voudrais quand même un petit peu compléter ça, parce que nous considérons, si vous voulez, que si nous, partis politiques, organisations politiques, nous ne sommes pas capables de faire un certain nombre de propositions, qui les fera? Qui les fera? Puisque nous ne voulons pas de chefs charismatiques, nous ne voulons pas d'oligarchie partisane et nous ne voulons pas d'hommes providentiels. Donc, que reste-t-il? Il reste le peuple, bien évidemment, mais le peuple, nous semble-t-il, nous devons lui faire un certain nombre de propositions pour éclairer son choix. Alors, quelles sont ces propositions? En allant très vite, puisque je sais qu'il y aura a priori une vidéo qui sera consacrée pour rentrer plus en détail là-dedans. Mais je voudrais citer 4 ou 5 points. Premièrement, une Assemblée nationale unique qui sera élue à la représentation proportionnelle avec prime à la majorité. Voilà, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est ce qu'on appelle un régime d'assemblée. Vous savez que quand on parle régime d'assemblée, c'est une insulte. Ah oui, mais vous êtes pour un régime d'assemblée. Oui, nous sommes pour un régime d'assemblée parce que seule l'Assemblée nationale peut être investie par le peuple lui-même de la souveraineté nationale. Donc, une Assemblée nationale unique, nous supprimons le Sénat. Deuxièmement, un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale. C'est un régime qu'on appelle un régime primo-ministériel, c'est-à-dire que le gouvernement, qui sera responsable devant cette Assemblée nationale, comment dirais-je, c'est l'Assemblée nationale qui investira ce gouvernement et c'est l'Assemblée nationale qui lui dira ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que cette Assemblée nationale sera élue sur la base d'un contrat de législature et cette Assemblée nationale ne pourra pas faire autre chose que de mettre en place donc, le programme qui aura eu la majorité donc, aux élections législatives à l'ARP avec prime de majorité. Donc, vous voyez qu'on ne court plus le risque de voir des gouvernements faire des actions gouvernementales totalement contraires au programme sur lequel ils ont été élus. Troisièmement, nous supprimons le président jupitérien élu au suffrage universel. Parce que nous considérons, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, que c'est une infantilisation du peuple et, je dirais, une confiscation de la souveraineté que de donner tant de pouvoir à un seul homme, ou une seule femme d'ailleurs, ça ne changerait rien, élu au suffrage universel. C'est une confiscation de souveraineté populaire. Donc, nous supprimons ça et nous passons donc à un véritable régime parlementaire et non pas un régime semi-présidentiel ou quasi-présidentiel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, je vais très vite parce que ça a déjà été dit, nous instituons les référendums d'initiative populaire et le droit d'initiative législative pour le citoyen ordinaire, c'est-à-dire que, moyennant naturellement des seuils à déterminer démocratiquement, eh bien, un certain nombre de citoyens pourront proposer un référendum d'initiative populaire ou pourront proposer aussi des lois avec le droit d'initiative législative. Nous supprimerons ensuite le Conseil constitutionnel actuel pour le remplacer par une Cour constitutionnelle qui sera élue par l'Assemblée nationale et qui sera le garant du contrat de législature dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour finir, nous compléterons ça plus tard dans une autre vidéo, si c'est possible, une refonte totale des collectivités territoriales. Nous allons supprimer les régions, puisque vous savez que les régions, c'est une mise en cause par en bas avec les régions et par en haut avec la Commission de Bruxelles de l'État républicain, de l'État démocratique et républicain. Nous supprimons donc les régions, les fameuses eurorégions, et nous mettons la priorité aux communes et nous réformons les départements.
Voilà. Et il y aura donc deux échelons importants au niveau donc de notre pays, les communes et l'État national. Au niveau des départements, nous en ferons des structures administratives qui s'occuperont de la planification nationale. Voilà un petit peu, et on n'a pas le temps donc de trop rester là-dedans, mais s'il y a des questions, nous y répondrons naturellement. Nous envisageons aussi un certain nombre d'autres structures, comme un conseil de démocratisation des médias pour en assurer la liberté, ce qui n'est pas du tout le cas, vous le savez, je n'insiste pas, puisqu'elles sont tenues par 9 milliardaires, et on va encore voir notre ami Bolloré s'emparer encore plus d'un certain nombre de médias, comme vous le savez. Bon, voilà un petit peu ce que l'on propose, avec bien sûr un rétablissement de la planification nationale. Si vous voulez, on pourra y revenir, mais on regardera plutôt cet aspect-là, si vous voulez, lors de la vidéo sur les institutions. Donc, vous voyez, nous mettons sur la table un certain nombre de propositions qui sont une négation totale du système politique qu'on connaît aujourd'hui et par lequel le peuple français se réapproprie la souveraineté et pourra naturellement mettre en place une véritable démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en conclusion, excusez-moi si j'ai été un petit peu long, on a bien compris que ça n'est pas seulement en mettant en place une 6e République, en restant dans l'Union européenne et dans le système capitaliste néolibéral, qu'on fera avancer les choses. Il faut donc effectivement sortir de l'Union européenne, sortir du néolibéralisme, mettre en place un certain nombre d'institutions. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait beaucoup de divergences de vues entre Jacques et moi là-dessus. Et rénover totalement, si vous voulez, le régime institutionnel de ce pays et rendre au peuple son pouvoir constituant. Le changement réel de constitution ne sera possible que s'il y a effectivement un mouvement populaire qui pourra imposer un certain nombre de choses à nos classes dirigeantes. Donc le Pardin met en discussion, met sur la table l'ensemble de ces propositions et on voit bien que tout cela ne sera possible, encore une fois, que si l'on sort d'un certain nombre de carcans et si l'on ne permet pas à un certain nombre de gens de faire une sorte d'OPA sur la souveraineté donc, du peuple. J'ai dit tout à l'heure que cette histoire de théâtre d'ombre, là, on est en train de le subir. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans nos médias. Et tout ça, naturellement, à la grande satisfaction du MEDEF, puisque à aucun moment, aucun parti politique, en tout cas, à part le Pardin, mais peut-être un certain nombre d'autres dont nous pourrons discuter, même s'il n'est pas un parti politique, la DPC en fait partie naturellement. Rares sont les organisations politiques dans ce pays qui mettent en cause à un tel point, si vous voulez, le décor institutionnel actuel et le système politique, social et économique que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Je voulais dire 2 mots de l'Ukraine parce que là aussi, vous voyez, 30 secondes juste. Même en politique étrangère, vous voyez, la France est absolument incapable d'avoir une politique propre. Nous nous alignons systématiquement, non seulement sur l'OTAN, hein, puisque nous faisons hélas partie de l'OTAN, mais y compris au niveau de l'Union européenne. Et notre ami Macron s'est transformé en petit télégraphiste de l'Union européenne, et vous voyez ce que ça lui a rapporté et comment il a été traité à Moscou. Donc, vous voyez, nous sommes absolument incapables, y compris en matière de diplomatie et de politique étrangère, d'avoir une politique pour la France. Et vous voyez aussi, j'en finis par là, c'est très dangereux pour le pays, puisqu'on ne sait pas trop où on va en Ukraine. Je ne pense pas que ça dégénère, mais voyez, quelle est la situation que peut mettre en branle les Américains alors qu'ils n'ont rien à faire en Europe. Bon. Et puis, vous voyez ce qui est en train de se passer aussi en Afrique, où la France est tout simplement en train de se faire sortir de l'Afrique, et par les États-Unis, et par l'Allemagne, et par la Russie. Donc, vous voyez, tout cela, à quoi ça nous mène? Nous assistons à un effondrement de ce pays. Je n'ai pas peur d'utiliser ce mot. Et donc, il est grand temps, vraiment grand temps,
que le peuple envahisse la scène de l'histoire, que le peuple reconquiert son pouvoir constituant, et c'est ce à quoi le Pardem, en tout cas pour ce qui le concerne, essaye de faire des propositions et des propositions d'orientation, mais encore une fois, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Merci Jean-Michel. Jacques, est-ce que tu as des réactions, des questions, quelque chose à dire? Ou est-ce Oui, que... non, mais je trouve que c'est très intéressant. Je suis d'accord avec tout. Je ne vois pas de point de désaccord sur ce qui a été dit. J'ai évidemment des questions sur différents sujets pour approfondir, bien entendu. Mais non, non, je suis parfaitement aligné avec Jean-Michel sur tout ce qui a été dit. Ok. Alors, ben, on va passer aux questions des participants.